Nous voici loin du quai Kennedy, de la maison de la radio. Nous sommes à Marrakech, au Palais Royal. Mon invité aujourd'hui, Sa Majesté Hassan II, roi du Maroc. Tout d'abord, Majesté, je voudrais vous remercier de nous accueillir dans ce palais quelques heures avant votre venue en France. Et je vous dis déjà bienvenue en France, puisque je me trouve déjà, moi, au Maroc. Majesté, vous êtes roi du Maroc, descendant du prophète, commandeur des croyants, qu'il doit être difficile de rester un homme. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, Monsieur Chancel, pour le fait que vous ayez dit que j'étais votre invité, car c'est là la véritable explication de l'hospitalité marocaine. Vous êtes chez vous. Merci, Majesté. C'est justement parce que on reste un homme qu'on peut être à la fois, vous avez énuméré, roi du Maroc, descendant du prophète et commandeur des croyants. Je pense qu'il est nécessaire d'être un homme et de tenir à le demeurer. Et c'est difficile dans votre cas parfois. Non, à une condition, c'est d'avoir, en dehors de tous les autres défauts d'avoir les hommes, d'avoir une qualité foncière, d'être bon. Car lorsqu'on est bon, on arrive parfois à justifier les actes des autres, même lorsqu'ils sont injustifiables. Et dans l'une des traditions du prophète, que sur lui soit la paix et la miséricorde, il dit que les hommes les plus sages sont ceux qui recherchent des excuses aux autres hommes avec le plus de ténacité. Deux voix s'offraient à vous. L'une semée de fleurs, accueillante, accordée à la poésie, à la littérature, et vous étiez doué pour ce penchant des choses. L'autre voie était la plus dure, la plus dangereuse, c'était la voie royale, vous l'avez suivie. L'avez-vous parfois regretté? Jamais. Est-ce que je peux faire quelques digressions dans mon passé? Je vous en prie, Majesté. Bon. Vous avez vraiment mis le doigt sur une page déterminante de ma vie. À la veille de passer mon baccalauréat, j'avais raté mes 2 simili-bacs d'une façon effroyable. Avant de concourir au 3e essai, et avant l'épreuve fatale, mon père me convoqua à l'heure de son dîner, puisque j'étais interne. Je ne peux pas parler de ce moment, ni de mon père d'une façon générale, sans émotion. Je vais essayer d'être le moins émotif possible. Il me convoqua dans sa salle à manger, qui était une longue salle, une salle encore plus longue que celle-là, assis à sa table, seul. C'était vraiment le chemin de la croix pour parvenir de l'office jusqu'à sa table lorsqu'on était puni ou qu'on devait être tensé. Je m'arrête devant sa table, droit, et lui, la tête dans son assiette, ne voulant même pas me regarder. Il me dit, est-ce que vous connaissez l'histoire de votre pays et de votre dynastie? Oui, sire. Savez-vous ce qu'a fait Moulay Slimane? Oui, sire. Entre parenthèses, Moulay Slimane est un de nos ancêtres qui, plutôt que de transférer la couronne à l'un de ses fils, qui ne le méritait pas, a rassemblé tous les oulémas et a décidé que c'était son neveu qui aurait la couronne plutôt que de la passer. Et le voilà qui donne un grand coup de poing sur sa table et qui me dit « Et pensez-vous que je serais incapable de faire ce qu'a fait mon ancêtre? Alors vous avez 3 jours pour réfléchir, ou bien vous passez votre baccalauréat et vous décidez à travailler. En quel cas, je suis décidé à vous confier, lorsque Dieu voudra, ma succession. Ou alors, il ne vous manquera rien du tout sur le plan matériel. Vous serez un gentleman farmer, vous ferez ce que vous voudrez. Et ma foi, vous tournerez le dos aux affaires publiques et je n'aurai plus de remords. Pendant 3 jours, ce fut pour moi vraiment un choix difficile à faire. Mais la chose déterminante qui m'a fait, disons, basculer du bon côté, je me suis dit, voyons, on va écrire l'histoire de mon père. Elle est déjà pleine, et ceci c'était avant son exil. Elle est pleine, elle est belle, elle est encore prometteuse. Et on dira, et le sultan, Sidi Mohammed bin Youssef, avait 2 fils. L'aîné s'appelait Moulay Hassan, point, on tourne la page.
dit non. Ça n'allait pas. Non, ça n'allait pas. Alors je lui ai dit le troisième jour, sire, j'ai décidé d'eux. Il m'a dit, bon, c'est très bien. Mais comme je n'ai pas tellement confiance en la jeunesse, je vais vous aider. Et il m'a bouclé au collège interne pendant 3 mois, sans sortir. J'ai pu, grâce à cela, décrocher mon baccalauréat. Vous n'avez jamais regretté? Jamais. Majesté, vous êtes sportif, vous êtes cultivé, vous êtes soldat, vous êtes diplomate, vous avez beaucoup de qualités, vous êtes politicien, on vous dit bel esprit, vous pilotez les avions, vous lisez Montaigne et Montesquieu, et aussi la série noire, il faut le préciser. Exactement. Et je fais la cuisine. Et vous faites de la cuisine. On me dit que vous êtes un peu autoritaire aussi. Comment? Un peu autoritaire. Je ne dirais pas que c'est une qualité d'abord. Oui. Quand l'autorité est exercée là où il faut. Maintenant, est-ce que je l'exerce toujours là où il faut? Est-ce que quelquefois, je m'excuse du terme, il n'y a pas une engueulade qui n'est pas à sa place? C'est fort possible. Mais enfin, moi, j'estime que tous les matins, c'est un petit peu comme dans la caserne, il faut que le général engueule le colonel, que le colonel engueule le commandant, et ainsi de suite, sans savoir pourquoi. Ça fait toujours du bien. Pour la bonne marche. Pour la bonne marche. Sans pour autant que l'empoignade toujours se traduise par une sanction. Par une sanction. Ceci est important quand même. Être roi en 76, c'est un pari réussi. Pas du tout. Pour Brejnev, être roi de Russie est un pari réussi. Pour Nixon, avant Watergate, c'était un pari réussi. Je ne vois pas pourquoi je ne réussirais pas le mien. Vous êtes roi au même titre que Brejnev. C'est important ce que vous venez de dire. Ah oui, au même titre. Au même titre. Dans ce sens que mes collaborateurs pourront vous le confirmer, mon opinion de la démocratie est la suivante. C'est l'élaboration de la décision en commun avec le maximum d'éclairage possible. Mais lorsqu'il s'agit de la mise en application, alors à ce moment-là, il faut une direction spécifique qui série les problèmes et qui dirige la mise en place de ce qu'il faut réussir. Depuis que vous avez pris les affaires de l'État, Majesté, avez-vous l'impression d'avoir changé vous-même, de vous être transformé? Beaucoup. Un autre homme? Beaucoup. C'est-à-dire que avant j'étais plus absolu que réaliste. Maintenant, je suis plus réaliste qu'absolu, tout en gardant quand même l'absolu comme ingrédient dans certaines situations. Il y a certaines situations qui vous mettent devant, comme dans la religion, ce qui est interdit, ce qui est permis, ce qui est prohibé, ce qui ne l'est pas. Alors, à ce moment-là, il y a des cas de patriotisme, de nationalisme, de grandeur du pays, où l'absolutisme est nécessaire. Vous pourriez ne plus être roi? À condition d'avoir du travail tout le temps. Je pourrais. Mais je me demande quel est ce métier qui ferait que je pourrais avoir du travail même à 1h du matin. Car en définitive, pour employer une expression chère aux médecins, je suis un petit peu comme cette catégorie de médecins qu'on appelle les ghetto-trous, qui sont les gynécologues, et qui sont là et qui attendent l'accouchement. À tout moment, on peut les appeler. On ne sait jamais comment il va se présenter, bien, mal, avec opération ou sans opération. Je proteste quand on m'apporte des dossiers à une heure tardive, quand on me réveille au téléphone. Mais je me demande quel est cet autre job que je pourrais faire et qui ferait que... En somme, si j'étais engagé par quelqu'un pour faire quelque chose, je serais le premier à payer moi-même pour qu'on me donne des heures supplémentaires. C'est devenu maintenant une deuxième drogue. Vous êtes-vous demandé si votre père est content de vous? Ou je pense que on se serait beaucoup attrapé. Il est certain qu'on se serait beaucoup attrapé, car je dis toujours le style, c'est l'homme. Et mes finalités auraient été certainement les siennes. Nos buts auraient été communs. Le cheminement, certainement différent. Et rien que pour l'affaire de la marche... C'est ici que vous avez annoncé la marche verte, dans cette pièce? C'est ici, à cette même place. Et rien que dans l'affaire de la marche, je disais à mes collaborateurs un soir, s'il était encore vivant, comme il l'avait dit, il se serait retiré. On avait prévu d'aller se retirer en Suisse. Je suis sûr qu'il m'aurait convoqué en Suisse en me disant qu'est-ce que c'est que cette folie, ce serait je suis le roi maintenant, si vous voulez le redevenir, revenez, mais il ne peut pas y avoir de patron. Mais je suis sûr d'une chose, voyant que son fils, parce qu'il avait l'esprit de solidarité,
voyant que son fils avait décidé qu'il avait publiquement pris ses responsabilités, je puis vous assurer qu'il aurait été le premier des marcheurs. Il n'aurait jamais désavoué son fils. Quitte à me prendre dans un coin, me donner encore une petite claque pour la forme, il aurait fait la marche lui le premier. Majesté, lundi, vous serez en France, très officiellement. Vous irez peut-être revoir Bordeaux, car je rappelle que vous êtes docteur de l'université de cette ville. Presque docteur, malheureusement. Presque docteur. Presque docteur. Vous verrez un pays où vous avez été heureux, mais il faut bien le dire, qui vous a fait souffrir. Je sais que vous n'avez plus de haine, et je crois que vous êtes conduit par l'amitié. Mais peut-on véritablement dire qu'un homme a tout pardonné, a tout oublié? Oui, parce que vous me parlez d'un pays. Je ne considère pas que ce soit ce pays qui me fait un mal quelconque. Ce sont des hommes. Eh bien, lorsque la destinée et la fortune se trouvent être au-delà et de beaucoup des vexations, même si elles ont été nombreuses et profondes, il ne peut plus y avoir de réminiscence, même dans le subconscient. Et il y a eu des hommes qui sont passés. Il y a un pays qui a été, qui est et qui restera. De ce pays, je n'ai jamais vu le mal, je n'ai vu que du bien. Donc, le problème ne se pose même pas. Le Maroc, on le sait, est un espace stratégique de première importance. Mais quelle place voulez-vous pour le Maroc dans le concert des nations? Je voudrais une place enviée, mais jamais enviée au détriment d'une autre nation. Car je suis un homme prudent. Je voudrais que mon pays soit considéré, qu'il soit respecté, qu'il puisse être utile, mais pas trop. Car le monde va vers la folie. J'espère qu'un jour, cette courbe de folie va redescendre. Et je ne voudrais pas que par trop de génie, mon peuple puisse un jour être la cible d'un danger quelconque. Ceci ne veut pas dire que je ne sois pas ambitieux pour mon peuple à l'intérieur de ses frontières. Je voudrais pour lui le maximum. Et je pense que jamais je ne pourrais dire enfin. Un vrai patriote ne dit jamais pour son pays enfin, parce qu'il voudrait toujours qu'il soit encore plus beau. Mais il est certain que mon pays, de par son histoire, de par sa population, de par sa position géographique, occupe une place qui peut lui permettre de faire beaucoup. Comment le fera-t-il? Je n'en sais rien. Mais vous avez parlé de folie. C'est donc que vous êtes inquiet pour la marche du monde. Oui, oui. Inquiet parce que quand on pense que dans une des universités américaines, je ne sais plus laquelle, des étudiants sont parvenus à faire une petite bombe atomique. Imaginez-vous qu'au lieu d'arraisonner les avions comme on le fait, on vous dit j'ai déposé une bombe atomique dans une cabine publique. Dans n'importe quelle ville. Où allons-nous? Et la folie n'est pas due à la technologie. Aux hommes? Non, à la famille. La famille a abdiqué ses droits. Elle a démissionné? Elle a démissionné. Et je ne sais pas quel est ce couple maudit pour l'humanité, mais ce couple maudit qui a inventé le fait de dire eh bien, mes choux, je vais sortir et vous laisser faire votre surprise partie, nous rentrerons à minuit. Eh bien, c'est ce couple maudit qui est le responsable de tout cela. Trop de liberté. C'est devenu de la licence. Majesté, avez-vous eu à dominer, comme votre père, cet atroce sentiment de solitude et de résignation? Et ces deux mots qui reviennent souvent lorsque vous parlez de lui, vous parlez des choses, et lorsque vous parlez des choses. Solitude, résignation. En ce qui concernait mon père, le mot solitude était plutôt physique que sentimental. Il était seul, non pas la solitude de Moïse, puissante et solitaire, non, mais il était seul
désarmé contre tout le reste qui était armé. Mais jamais, ni lui ni moi, n'avons senti la solitude parce que nous touchions une colonne, que nous marchions sur la terre, que nous mettions la main dans un bassin, nous sentons le pouls de ce pays qui est là, qui est avec nous, et nous battons avec lui. Et nous n'avons jamais eu la solitude. La résignation. Pourquoi si on se Vous ne serez jamais résigné. Si on se résigne, on ne combat plus. Au moment où le général Juin, qui devait devenir maréchal, et le Glaoui fomentaient un complot, vous aviez pris la résolution de venger votre honneur et d'en finir. Et c'était d'une certaine manière, vous aviez décidé, c'était un acte de jeune homme, d'homme. Mais c'était peut-être, au-delà de ce geste, comme une approche de la mort déjà. C'est-à-dire que, vous savez, entre mon père et moi, c'était Hermione, c'était la passion. Enfin, je ne peux pas qualifier les sentiments. Je ne pouvais pas admettre qu'on veuille humilier mon père en lui faisant apposer sa signature de force sur un papier et en employant par surcroît ses sujets. Voyez-vous, le problème pour moi, on aurait fait venir 1 million de troupes étrangères, de troupes françaises, je leur ai dit, bon, on peut signer. Mais menacer un souverain par l'intermédiaire de ses sujets, c'était vraiment l'affront le plus effroyable. Je n'ai pas pu l'accepter. Et comme un fou, je me suis dit, bah, je suis sûr que je ne serais pas ressorti vivant. Encore aurait-il fallu que je ne le manque pas. Sinon, je n'étais pas sûr. Ceci dit, je dois quand même, pour la mémoire du maréchal Juin, être objectif. Mon premier livre, Le Défi, est un livre, disons, d'entrée en matière. Je compte écrire une série. C'est un coup de cœur, Le Défi. Un coup de cœur. Les autres seront un coup de mémoire. Je dois dire qu'il a été très heureux de ne pas être acculé à l'exil de mon père, car, qu'on le veuille ou non, le maréchal Juin était très respectueux des traditions marocaines. Il a été l'élève de Lyautey. Pendant longtemps, il a été son collaborateur. Et le palais royal demeurait quand même pour lui le palais. Le sultan, c'était le sultan. Et c'est pour cela qu'il a été vraiment plus proche que ne le fut Guillaume pour faire ce que Guillaume a fait. Mais c'est comme quelqu'un qui veut faire un sacrilège et qui, au dernier moment, se reprend. Je dois dire qu'il n'avait pour mon père que du respect. Ça, je tiens à lui rendre hommage. Vous êtes jeune, Majesté, et vous avez déjà tout subi. La préparation, d'abord. Il n'est pas facile. Qu'est-ce que vous entendez partout? Faites-moi votre énumération un petit peu. L'exil. Alors là, c'était la meilleure trahison. École. La meilleure école, l'exil. L'attentat. C'est riche dans l'histoire d'un homme. Oui. Et il faut le prendre, je crois, de cette manière. Peu d'hommes auront eu votre vie et auront su l'assumer. Alors? Difficile. Car il y a demain. Oui. Et ceci dit, je ne suis pas comme ces vieux radoteurs qui disent « Ah, nos enfants ne seront pas comme nous parce qu'ils n'ont pas été élevés de la même façon. » De mon temps. Parce que de mon temps. Bon. Il n'est pas nécessaire que mes enfants soient exilés physiquement. Ce qu'il leur faut, c'est un passage désertique, disons. Un passage à la dure, où ils puissent se forger. Car on parle des Spartiates comme ça, d'une façon admirative, tout en disant quand même c'est trop. J'estime que la plus grande qualité des Spartiates, c'est qu'à travers la discipline physique, ils s'imposent une discipline intellectuelle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis monté sur le trône, j'avais 31 ans. Au moment où je m'y attendais le moins, puisqu'à 10h30, mon père entrait en salle d'opération pour une simple opération de la cloison. Gagne-pain des ORL. Je me retrouve à 2h30 avec le poids sur les épaules. Bon. 31 ans, jeune, en bonne santé, avec des possibilités matérielles assez considérables quand même. Eh bien, si je n'avais pas appris à obéir,
Comment aurais-je pu obéir à la situation où je me trouve? Donc c'est une éducation. Et vraiment, pour arriver, je ne dis pas être bien, mais être le moins mal possible, il faut avoir été élevé durement. Majesté, nous sommes dans ce palais de Marrakech et nous sommes en novembre 76. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le 16 novembre 1955 comme un retour. Oui. Il y a 21 ans. Avez-vous vu ce temps passer? 21 ans. C'est à la fois beaucoup et c'est très peu. J'ai l'impression qu'il y a 40 ans ou 50 ans. Cela vous a paru si long? C'est donc la charge est lourde. C'est tellement plein. Tellement plein. Je vous assure que je me rappelle du 16 novembre que notre descente d'avion, le fait de voir mon père pleurer devant le drapeau et le fait enfin qu'il m'ait dit « Bon, je sais que vous voulez aller voir vos amis, je vous attends demain matin à 4 heures, car c'est vous qui allez me conduire pour m'emmener sur la tombe de ma mère, qui était morte pendant l'exil. » Voilà les 3 faits saillants que je me rappelle du 16 novembre. La foule, mon père pleurant devant le drapeau, la liesse montant, mais on aurait dit le grondement de 10 000 chutes Niagara. C'était les entrailles de la terre qui résonnaient. Oh, pas d'une façon cacophonique, pas du tout. Ça allait du chuintement jusqu'à un fond harmonique extraordinaire. Et puis, l'ordre de me dire, bah, demain matin, c'est vous qui allez me conduire pour m'emmener sur le tombe. Tellement loin, parce que tellement plein. J'ai bien lu votre livre et vous parlez très très souvent de votre père. Et il y a surtout la dignité de cet homme, la dignité de ce prince. Vous parlez de votre enfance, vous dites quel chef des scouts vous avez été, vous dites qu'à 7 ans vous étiez colonel de la garde sultanienne, Oui. vous aviez un bel uniforme. Vous aimiez l'uniforme à ce moment-là? Oula. J'adorais l'uniforme. Et je l'aime toujours. Je l'aime toujours. Oui, je parle de mon père parce que, vous direz, c'était un homme extrêmement bon, comme je vous l'ai dit. Mais alors, Dieu lui avait donné un aura extraordinaire. Je l'ai vu en short de tennis. Je l'ai vu tomber de cheval. Je l'ai vu en chemise de nuit dans son lit souffrant. Jamais il n'a cessé d'être roi quand j'étais auprès de lui. Même quand il me prenait dans ses bras pour me dire au revoir, il était roi. Alors, et c'est là où j'estime que on a trop ri de Corneille. Quand on a dit, oh, Corneille est systématique, pour lui l'amour ne peut se bâtir que sur l'estime et le respect, on a pensé que c'était vraiment... En réalité, c'est faux. Les vrais amours sont ceux qui mélangent à la fois le respect et l'amour. Vous avez les enfants que vous souhaitiez? Vous avez les enfants que vous souhaitiez avoir? Vous tenez à ce que je vous réponde alors que mon fils est à côté. Bon. Bah, jusqu'à présent, je dois dire qu'il me donne satisfaction. Pas comme je le voudrais, parce que je veux qu'ils aient en horreur une chose, la médiocrité. Je préfère un 0 concernant une composition à un 5 sur 20. Un 0, c'est un accident. Bon, on tire l'oreille, tu ne recommenceras plus. Mais 5 sur 20, ce n'est pas un accident. C'est parce que ça a été voulu. Non, grâce à Dieu, bon, il me donne relativement satisfaction. Disons que j'ai les enfants que Dieu a voulu et je ne peux que vouloir ce que Dieu a voulu. Vous leur demandez plus que ne demandait votre père? Jamais. Je leur demande autant. Autant. Et grâce à Dieu, je n'ai pas de problème. Vous pourrez dire que je suis peut-être de ce côté-là, je manque d'imagination. Mais pour moi, l'éducation des enfants ne me pose pas de problème. J'ai devant moi mes schémas qui concernent chaque tranche de ma vie et je les suis. Je les suis. Sauf en ce qui concerne l'éducation de mes filles, j'apporte quand même quelques... Mais concernant les garçons, ça ne change pas. Majesté, j'ai bien noté ce que vous disait votre père. Je t'ai observé lorsque tu tendais ta main à baiser. Tu ne semblais pas ressentir la moindre gêne et au contraire y prendre du plaisir. À l'avenir, n'oublie jamais de retirer la main
que l'on veut embrasser. Cela m'a paru très important. Alors là, je me rappelle, j'avais 7 ans. C'est à l'occasion d'une réception officielle. La cour du palais était pleine de dignitaires, de serviteurs. Moi, j'avais 7 ans. Les gens me demandaient à embrasser ma main. J'attendais ma main. Et lui qui regardait par la fenêtre de son bureau, il était seul. J'embrasse la main. Et sans dureté, il me dit: savez-vous que notre part de responsabilité et le rang que nous avons équivaut à un gâteau? Et c'est là où il était vraiment extraordinaire, parce qu'à chaque âge, pour chaque âge, il employait le mot qu'il fallait. Alors, pour un garçon de 7 ans, le mot gâteau, bon, ça, Dieu a voulu que vous ayez la grosse part et les autres la petite. Mais supposez qu'il n'ait pas voulu que vous ayez le gros morceau. Vous auriez été parmi ceux-là qui vous embrassaient la main. Alors, que eux veuillent le faire pour vous montrer leur respect, c'est une chose. Mais que vous acceptiez, c'est une autre chose. Il ne m'a pas grondé. Mais depuis ce jour-là, c'était fini. Majesté, il y a les risques du métier. Je crois que ce sont les plus importants. On connaît le récit de la tuerie de Skhirat. C'était en juillet 1971. Un an après, seulement un an après, il y avait l'attentat contre le Boeing. Et j'ai l'impression que vous n'avez toujours pas peur. Comme si quelqu'un de très haut veillait sur vous. Car vous avez dit, il ne faut surtout pas employer les mots hasard, chance. Non. Il n'existe pas ces mots. Non. Il y a un an, lorsque j'ai subi mon intervention chirurgicale, j'ai convoqué le chef de mes aides de camp, le ministre de la Maison Royale, le commandant de la garde. Juste avant d'entrer en salle d'opération, je les ai convoqués tout simplement pour leur dire voilà où vous mettrez les sentinelles, voilà dans quelle tenue ils devront être, parce que j'aurai des visiteurs, voilà où il faut introduire les gens quand ils viendront. Alors ils étaient assez émus. Je leur ai dit, vous savez, il ne faut pas être ému, parce que tant que j'aurai quelque chose à faire, le grand patron me maintiendra en vie. Le jour où il considérera que je puis gêner, ou que je ne suis pas, que je suis out, que je ne suis plus in, que je ne suis plus dans le bain, que une autre formation, une autre génération, une autre façon d'approcher les problèmes, de les résoudre, doit prendre ma place, ce jour-là, je leur ai dit, vous pourrez faire ce que vous voudrez, ce jour-là viendra. Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer la sérénité que ça vous donne. Enfin, tout chef d'État doit craindre pour sa vie. Mais vous êtes de ceux qui sont le plus visés. On craint parce que, comme je vous l'ai dit, on veut quand même revoir le lendemain, on veut revoir le soleil du lendemain, on veut revoir sa famille. Personne, à part les fous, je ne vois pas qui pourrait être suicidaire. Mais vous savez, si on vit trop avec sa crainte, même lorsqu'on est dans la plus grande sûreté, on ne vit pas. Ce qui est terrible, d'ailleurs, ce n'est pas tellement la mort, c'est la trahison. Il y a des hommes à qui vous avez fait beaucoup de bien, à qui vous avez porté des bienfaits, et qui, un jour, vous retirent plus que la confiance. Oui. Vous savez... Quelle déception. On dit toujours, oh, je donnerai ma main à couper. Mais si on vous la coupait, ça vous ferait drôlement mal. Alors, on dit toujours, bon, la trahison, la nature humaine est ainsi faite. Mais lorsque vous subissez, et que vous la subissez vraiment en état, disons, d'entière et de pleine injustice, alors là, c'est traumatisant. Je vous dirais que je n'ai retiré des deux événements que j'ai vécus que le traumatisme de l'ingratitude. Alors là, ça, je ne l'ai pas oublié. Ça n'est pas encore cicatrisé. On vous a fait mal, mais vous pourriez de la même manière faire mal à votre tour. Non pas punir, car vous êtes chef d'État, vous avez pris une décision, mais faire mal. Non. Non. Non, je suis ferme, sévère. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si demain il fallait vraiment prendre une décision brutale, sanglante,
pour sauver la majorité de ce pays. Une minorité, je le ferai. De la manière la plus dure. De la manière la plus dure, parce que la cause, et je mélange là le côté philosophique et le côté juridique de la chose. La cause est une des choses les plus larges, les plus belles de la discipline du droit, que les Français ont merveilleusement étudié et dont ils ont dépeint le contour d'une façon admirable. C'est à ce moment-là, la cause politique et la cause juridique et la cause philosophique tout court justifient que pour sauver la majorité, eh bien, tant pis pour une minorité. Vous n'hésiterez jamais lorsqu'une décision d'importance s'imposera. Monsieur Chancel, je souhaite ne jamais être amené à faire cela. Mais dans notre famille, il y a des exemples qui sont vraiment des exemples assez curieux. Vous avez certainement entendu parler, vous avez lu beaucoup de choses concernant le sultan Moulay Ismaïl. Moulay Ismaïl avait un fils qui s'appelait Sidi Mohamed Al-Alem, qui était un homme extraordinaire, beau, guerrier, savant, son confident, et il avait fait toutes ses études dans la Karawine, à Fès. Lorsqu'il eut terminé ses études, il lui donna la moitié sud du Maroc pour le représenter. C'est là du reste encore une des énigmes de l'histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé dans l'esprit de Sidi Mohamed Al-Alem. Et le voilà un beau jour qui décide de prendre le pouvoir. Il rassemble son armée et monte vers Meknès, capitale de Moulay Ismaïl. C'était vraiment le coup de tonnerre. Sidération complète. Moulay Ismaïl ne peut pas faire autre chose que d'aller contre lui, le fait prisonnier, rassemble les oulémas, et c'était son fils chéri. Il leur dit, que dit le Coran pour celui qui brigue le trône d'une façon illégale pour être régicide. Ils disent, sire, il n'y a pas 4 châtiments, il y en a 3. Ou bien on le bannit, ou bien on lui coupe la tête, ou alors on le crucifie après lui avoir coupé un bras et une jambe. Bon, je me donne quelques jours de réflexion. Tous les docteurs de la loi du Maroc se sont rassemblés en grand campement à Meknès pour demander la grâce de Sidi Mohamed Al-Alem. Tous, même parmi ses maîtres qu'il respectait beaucoup, ils étaient des centaines. Et Dieu sait qu'il avait besoin des ulémas parce que c'était quand même, ce n'était que le 3e roi de la dynastie. La dynastie n'était pas encore bien installée. Il avait donc, lui étant le glaive, il avait besoin quand même du goupillon. Il a exécuté son fils. Pendant 8 jours, on ne l'a plus revu. Et on dit qu'au palais, il s'est enfermé, personne ne l'a vu. Dieu sait quelle fut sa maladie. Je ne voudrais pas être à sa place. Mais il l'a fait. Et il fallait le faire. Il l'a fait, il fallait le faire parce que tout le monde sait pas. S'il a fait ça à son fils, et il a laissé un pays qui s'est respecté. Je vous dirais que là, ce sont des exceptions. Mais s'il ne l'avait pas fait, je me demande ce qui serait produit. Majesté, après tout ce qui s'est passé, faites-vous encore confiance aux gens qui vous entourent? Obligatoirement. Je ne peux pas admettre. Vous pourrez me prendre pour un sentimental, un petit peu roman mélo eau de rose, mais je ne vois pas quel est cet homme qui a à prendre des décisions, qui a à trancher, qui à un moment donné, même si le diagnostic n'est pas le vrai diagnostic, mais on ne peut pas attendre comme en médecine que la réponse du laboratoire vienne. Il doit prendre telle orientation dans la décision, il est obligé de faire confiance à un minimum de gens de son entourage. Sur le plan sentimental, en plus, je ne vois pas quel est cet homme digne de ce nom qui pourrait vivre dans la méfiance. Être Pygmalion, non. Il vaut mieux donner sa démission et vivre ailleurs. On peut gouverner seul? Jamais. Jamais vraiment? Jamais. Jamais. Vous pouvez régner seul, mais vous ne pouvez pas gouverner seul. Mais par nature, êtes-vous tendre?
Je pense un peu trop. Je crois que j'ai hérité de mon père de sa bonté. Je ne pense pas être méchant. Je suis coléreux. Parce que vous dites, ce sont les coupables qui doivent être châtiés, et d'abord, parmi eux, ceux qui devraient donner l'exemple de la probité, de l'intégrité. Vous tenez beaucoup compte de ces mots, et vous leur accordez la véritable importance. Oui, parce que, voyez-vous, ce Chancel, je mets pour moi, pour traduire en français, je mets donc la res publica, donc la République. Je mets donc la chose publique au-dessus de tout. Qu'on me vole dans mon argent personnel, bon. Qu'on me détourne mon courrier, qu'on branche ma ligne téléphonique, je dirais, ça ne m'étonnerait pas si encore c'était fait. Mais qu'on me trompe concernant une chose dont on voit que matin et soir, je la couve, je la mets au-dessus de mes propres enfants. Et que on essaie, non pas de me trahir, mais à travers moi, de détourner un fleuve qui coule depuis plus de 1200 ans, et vouloir détourner ce fleuve de son cours d'eau naturel pour en faire de petites rivières, de petits ruisseaux, sans importance, sans débit, sans force, allant se perdre dans les méandres d'un désert pour ensuite ne déboucher sur rien, je ne l'admettrai pas. Il y a des mots, roi, couronne, trône, palais, qui évoquent parfois le faste, mais je crois qu'avec vous, il ne faut pas se faire une idée trop fantastique de cette existence des mots, du moins de leurs vertus ou de leurs défauts. D'abord, j'estime que la couronne, chez nous, est quelque chose qui n'existe pas, parce que ce serait une hérésie sur le plan du droit musulman pur. Il n'y a pas de couronne. Il y a un roi. Bon, un roi, c'est autre chose. C'est autre chose. Un roi est un homme, une couronne est un symbole qui vraiment... Ou bien la couronne représente quelque chose d'énorme, ou elle ne représente rien. Non. Palais, j'estime que le palais est la maison de la nation, non pas la maison de celui qui l'habite, car il n'en hérite pas. Il ne la vend pas, il ne le loue pas. Au contraire, s'il n'y avait pas les rois, il ne ferait pas les édifices qui sont là pour non seulement démontrer de leur grandeur, mais maintenir cette grandeur, l'artisanat et autre chose. Ça fait partie du prestige d'un État. Maintenant, je puis vous dire qu'étant tout enfant, je me suis plus cogné contre les marches du trône que je n'ai culbuté dans le gazon comme tous les autres enfants. C'est quand même dur. Ce n'est pas facile. Ça marque une vie. Ça marque une vie. Vous avez appris la sérénité, la fermeté, la constance, mais vous permettons, Majesté, vous permettons d'aimer très simplement. Mais vous ne me connaissez pas dans mon intimité. Mais grâce à Dieu, je pense que une des qualités que j'ai, c'est de n'avoir jamais été blasé. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, on m'offre le plus petit cadeau, le plus insignifiant. Mais je suis plus heureux que si on m'offrait une énormité. Non, j'aime les gens, j'aime les choses. Et c'est mon côté artiste un petit peu qui ressort là. Je continue encore à rimailler tout seul, de temps en temps, à faire un peu de poésie, des vers que je déchire parce qu'ils ne me plaisent pas. Mais j'adore la musique, qu'elle soit classique ou moderne. Et il m'arrive de lire un livre et de m'arrêter, puis d'imaginer pendant des heures et des heures. Non, je rêve encore, heureusement, heureusement. Vous dites quelque part qu'un roi doit tout faire, sauf démissionner. On comprend tout de suite, vous ne démissionnerez jamais. Ça veut dire démissionner intellectuellement. Oui, bien sûr. Abandonner. Abandonner intellectuellement. Mais je puis vous dire une chose, monsieur Chancel. Et peu de personnes le savent, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de le dire publiquement. Mais enfin, vous m'êtes tellement sympathique que je vais vous le dire à vous, avant que de l'écrire. Lorsque j'ai décidé la marche verte, tout le monde me voyait soucieux. Et personne ne savait pourquoi. Tout le monde pensait que j'étais soucieux parce que ça pouvait réussir ou pas réussir. J'étais sûr personnellement qu'elle réussirait. Parce que j'avais confiance dans ce peuple. Je savais qu'il était capable de tous les miracles. Mais je savais que s'il y avait eu
la moindre bévue pouvant entraîner une catastrophe, que celui qui aurait payé c'était moi, j'étais décidé à démissionner. À ce moment-là, un échec et vous partiez. Je sais que mon peuple m'aurait empêché, qu'il serait venu en masse, mais il était impossible pour la pérennité de la couronne marocaine qu'après un échec pareil, voilà, j'aurais fait vraiment preuve d'un égoïsme effroyable. Et alors quand on pense au paganisme dont je suis capable concernant ce pays et cette terre, et me dire, bon, d'accord, mais si ça ne va pas, tu le quittes. Pendant un mois, ça a été dur. Mais le succès de la Marche verte a transformé, je crois, la nation. C'est un sang nouveau qui est venu. Et vous avez, il faut bien le dire, étonné le monde, parce que, Majesté, on vous attendait au tournant, là. D'abord, le succès de la Marche verte a fait que quand je suis rentré à Rabat, j'ai regardé la ville du haut de mon palais avec un tout autre œil, avec l'œil d'un homme qui se disait, tu aurais pu ne revenir là que pour faire tes valises. Vraiment. Alors ça a été pour moi, sur le plan tellurique, sur le plan matériel, des retrouvailles avec ma terre. Parce que le risque était calculé, on l'a couru. On m'attendait au tournant, c'est un fait. Mais, monsieur Chancel, le fait de dire on marche, tout le monde peut avoir l'idée de la faire. Mais celui qui a marché, c'est le peuple marocain. Et c'est lui qu'on attendait au tournant, en réalité. Alors lui dire, tu te présentes au bureau de mobilisation, il se présente. Tu marches, il marche, tu t'arrêtes, il s'arrête, tu reviens, il revient. Alors, est-ce qu'on pense que c'est un peuple, ma foi, assez docile? C'est faux, c'est faux. Mais c'est un peuple très intelligent, c'est un peuple qui fait confiance. Et quand je vois des journaux de gauche ou de soi-disant gauche qui parlent de masse populaire, qui parlent de ceci, je leur dis, bon, trouvez-moi un soi-disant chef d'État, chef d'un soviet ou d'un commissariat suprême, ou même d'un homme politique de gauche qui soit dans l'opposition, qui puisse non pas rassembler 350 000 personnes, parce que moi j'avais 16 millions, tout le monde voulait venir, tout le monde était volontaire. Ils n'en trouveront pas. Ils n'en trouveront pas. Alors j'estime que ma carte de non-dictateur, d'homme démocrate, d'homme près des masses, d'homme près des peuples, eh bien, je crois l'avoir présentée. Enfin, il vous fallait cette marche pour avancer, Majesté. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je ne pouvais pas faire la guerre à l'Espagne. Même si j'étais sûr qu'elle ne me battrait pas, ce qui n'était pas sûr, elle m'aurait battu, mais quand même c'était vraiment l'irréversible. Je ne pouvais pas laisser le Sahara partir. Et c'est là où personne n'a eu l'idée de la marche, parce que si quelqu'un avait eu l'idée de la marche, il aurait fait la contre-marche. Et heureusement que personne ne l'a vu. Mais une contre-marche, ça peut être la guerre. C'était la guerre. Alors je me suis dit, on a bien fait des manifs pendant le protectorat. Au lieu de faire une manifestation dans une ville avec 10 000 personnes, on va faire une manifestation dans tout le Maroc avec 350. Et ça a marché. Majesté, tout à l'heure, vous parliez d'ingratitude et dans le défi, vous donnez une réflexion de Shakespeare qui est belle. Souffle, souffle, vent d'hiver, tu n'es pas aussi cruel que l'ingratitude des hommes. Mais j'imagine que lorsqu'on est roi, cela doit revenir souvent à l'esprit. Oui. Et ou lorsqu'on est chef d'État. Oui, et lorsqu'on est homme, il y a un autre vers de Shakespeare qui est encore plus joli quand on est homme, mais qui est moins sérieux, si l'on peut dire. Il disait que si les larmes des femmes pouvaient fertiliser la terre, il en sortirait des myriades de crocodiles. L'ingratitude vous donne la sensation de la solitude. Or, dans mon métier, il ne faut pas être seul. Il faut surtout ne pas être seul et ne jamais se sentir seul. Et vous vous sentez quand même seul parfois? Je vous assure, jamais. Jamais? Jamais. Jamais, parce que j'ai un entourage qui est assez cosmopolite sur le plan de la pensée. Il y a ceux qui croient parce que le patron a dit, je crois. Il y a ceux qui analysent et qui, en définitive, même s'ils ne croient pas à tout, croient au moins à une partie. Donc, que ce soit avec les uns ou les autres, je sens toujours qu'il y a une participation.
Jamais on ne me donne tort à 100%. Et même ceux qui me donnent raison à 100%, je sens qu'il y a en eux, non pas tellement d'analyse, mais un credo, comme ça. On fait confiance. On fait confiance. Le patron a dit, ben on va voir. Et c'est ça qui vous donne le sentiment de n'être pas seul. Vous empruntez parfois à Montesquieu, il y a cette phrase, « Un gouvernement libre ne saurait se maintenir s'il n'est par ses propres lois capable de correction ». J'imagine qu'il faut apporter des corrections au gouvernement que vous dirigez, aux affaires que vous menez. Quelle correction? Alors justement, là, c'est, voyez-vous... Ou correction à sa vie. M. Chancel, c'est vraiment... Alors là, c'est le point crucial, et je dirais le côté faible de tout chef d'État, quel qu'il soit, quel que soit le régime dans lequel il vit. Car on ne peut pas s'empêcher, quelle que soit l'objectivité dont on puisse s'armer, on ne peut pas s'empêcher d'une sorte de narcissisme. Et vraiment, se coller des billets de satisfaction à longueur de journée, c'est le danger de notre métier. Alors, quel est le critère de votre action? Quel est celui qui pourra vous dire vous avez bien fait, vous avez mal fait? Même si vous avez auprès de vous un homme assez franc pour vous dire sire, vous avez mal fait, ou monsieur le président, vous avez mal fait. On vous le dit? Oui, quelquefois. Vous l'acceptez? Je l'accepte. Vous acceptez le reproche et la critique? Je l'accepte. Eh bien, on ne peut jamais être sûr que son jugement est bon, parce que ce n'est qu'un homme, voyez-vous, ou ce n'est qu'une poignée de collaborateurs qui, par symbiose, arrivent à penser de la même façon. Et c'est pour ça que la vox populi est une chose importante. Parce que vous ne pouvez pas faire que tout un peuple soit d'accord sur une chose pour vous dire que c'est mal et lui dire non, tu as tort. Ou c'est bien en lui disant non, tu n'as pas raison. Alors, quand faire intervenir la vox populi? C'est là, à mon avis, où le choix de l'opportunité est important. On ne peut pas demander au peuple, pour toute chose, d'intervenir, parce que ça créerait le désordre et ça donnerait l'impression qu'on n'a pas confiance en son action. On ne peut pas, d'un autre côté, le laisser sur la touche sans le consulter. Il faut ensuite savoir faire le choix judicieux entre la chose principale sur laquelle on consulte et la chose accessoire sur laquelle il n'y a pas à lui de vous poser de questions. Alors, je pense que c'est la façon dont on consulte son peuple sur les problèmes dont on doit le consulter, l'opportunité que l'on doit y apporter, l'humilité, parce que, quand même, il faut être assez humble, car je leur dis toujours, et mes ministres pourront vous le confirmer, je leur dis toujours, je n'ai aucun droit pour être plus marocain que vous. Je suis aussi marocain que vous. Alors, pourquoi vouloir avoir le monopole de la décision patriotique? Elle part peut-être d'un bon sentiment, mais mise sur le papier, elle n'est pas right. Majesté, vous avez dit au président Giscard d'Estaing, vous êtes un copain parfait. Mais vous avez, vous, des copains? C'est vous qui avez employé ce mot copain, comme si c'était un beau mot. Oui, c'était comme un hommage. Oui, j'ai des copains qui restent sur le plan formel, naturellement, sur le plan du langage et de l'adresse et tout ça. Mais j'ai quand même, je ne dirais pas que j'en ai beaucoup. J'en ai peu, j'en ai moins qu'avant. J'en ai moins qu'avant, d'abord parce qu'on s'est dispersé. Chacun a pris son chemin, a fait sa carrière, a fondé son foyer. Mais il est certain que si je ne sentais pas encore le sentiment de copinité, je ne peux pas dire copinage, j'ai de la copinité dans la mesure où ce mot existe. Vous l'avez inventé. Je ne l'aurais pas employé concernant le président Giscard d'Estaing. Vraiment, j'ai senti... Nous pensons les mêmes choses concernant un certain nombre de problèmes. Et surtout, ce qui me plaît en lui, c'est que je me suis rendu compte que concernant certains problèmes, nous avions la même méthode pour les trancher et pour les régler. Et dans le même esprit. Et je maintiens que ce n'était vraiment pas une clause de style. Je n'ai pas voulu inventer quelque chose dans la rhétorique diplomatique. J'ai dit vraiment ce que je pensais et ce que je continue à penser encore. Vous avez besoin d'être aimé. Qui n'a pas besoin d'être aimé? Je pense que même les misanthropes le sont parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas assez aimés. Oui, parce que je sens que je donne beaucoup de moi-même. J'estime que c'est tout à fait normal comment on donne un petit peu.
Et maintenant, vous ne pouvez plus vous arrêter. Il faut avancer. Il faut prendre des risques encore. Il faut offrir sa vie lorsqu'on est roi, lorsqu'on est chef d'État. Mais plus encore lorsqu'on est roi et roi du Maroc. Mais je ne comprends pas. Il n'y a pas une fatalité ou une malédiction sur les rois du Maroc, M. Chancel. Je pense qu'ils courent les mêmes... Bon, disons qu'ils courent un peu plus de risques que les autres parce que la chance, le destin, Dieu Voilà. et leur personnalité ont fait qu'ils n'ont pas été des rois comme les autres, comme ceux que nous voyons autour de nous. Ils prennent des risques, ils gouvernent. C'est tout à fait normal qu'ils soient plus exposés. Qu'attendez-vous de la France? Vous êtes à la veille du départ pour Paris. C'est un voyage très officiel. C'est le Maroc qui vient à la rencontre de la France et la France qui est heureuse d'accueillir le Maroc. Eh bien, je vais être exigeant. J'attends de la France tout ce qu'un ami est en droit d'attendre d'un ami. C'est-à-dire, ça peut être à l'infini. Ça peut être à l'infini. Mais j'attends de la France qu'elle continue à nous comprendre comme elle nous a toujours compris. C'était le départ de notre entretien lié à la France. Elle demeure à la France. Et avec la France, nous n'avons pas eu de problème. Bon, il y a eu ce fameux traité du protectorat. Mais il faut dire aussi que elle avait la force, elle aurait pu aller plus loin dans le traité de protectorat quant à sa rédaction. Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est arrêtée au traité de protectorat, qu'elle n'est pas allée plus loin dans les clauses du traité? Était-ce une pression internationale? Était-ce les Anglais ou les Allemands? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'elle s'est arrêtée pudiquement d'après le traité. Si on venait vraiment à le décortiquer sur le plan international, c'était vraiment un protectorat d'une pudeur parnassienne. Vraiment, qui n'était attentatoire en rien à ce qui pouvait toucher à la dignité ou du royaume, ou des sujets marocains, ou autre chose. J'attendais beaucoup sur le plan de la coopération, et particulièrement sur le plan de la coopération universitaire et pour les professeurs qu'elle doit nous envoyer. La coopération. Oui. J'estime que la coopération, les coopérants pourraient être d'un meilleur niveau. D'un meilleur niveau. C'est une critique. Oui. Critique grave. Critique grave parce que les Français ne savent plus écrire le français. Alors, qu'ils fassent du français ce qu'ils veulent chez eux, c'est une affaire intérieure. Mais qu'ils fassent du français ce qu'ils veulent à l'extérieur, ça ne les regarde pas. C'est l'affaire du génie français, on n'a pas le droit. Bon, qu'on fasse chez soi ce qu'on veut, mais on n'a pas le droit d'aller en t-shirt à l'étranger. Alors, si les Français veulent se mettre en maillot de bain concernant la grammaire, concernant le style, concernant la façon d'enseigner, ça les regarde. S'ils veulent se mettre en bikini, mais chez nous, je veux qu'ils continuent à être en costume-cravate parce que le génie français n'appartient pas à la France, il appartient au monde, il ne leur appartient pas. Alors, je demande qu'on nous envoie de meilleurs professeurs, qu'on nous envoie de meilleurs éducateurs et qu'on nous forme un peu mieux nos professeurs de français. Car c'est quand même un véhicule qui ouvre une assez grande tranche d'univers dans l'esprit de quelqu'un. Majesté, j'ai été heureux de passer ce moment avec vous. Je n'ai pas voulu tellement aborder les problèmes politiques, ce n'était pas mon affaire. Je suis venu à la rencontre d'un homme pour le mieux connaître. Et je voudrais vous demander, à la fin de cet entretien que vous m'accordez ici au palais de Marrakech, je voudrais simplement vous demander, vous comprendrez pourquoi, si votre santé est bonne. Je vois qu'elle est bonne, mais dites-le moi. Je puis vous assurer qu'elle est bonne, mais ça ne m'empêche pas de toucher du bois. Alors je vous dis déjà, bienvenue en France. Monsieur Chancel, puis-je peux vous poser une question? Allez, posez-la moi, Majesté. Mais à condition qu'elle soit enregistrée et qu'elle passe. Oui? Pourquoi avez-vous appelé votre émission Radioscopie? Pensez-vous qu'en 1 heure, vous pouvez vraiment... vous pouvez faire la radioscopie. Mais alors je vais employer un terme technique. Est-ce que vous pouvez faire vraiment la tomographie d'un homme en tranche en 1 heure? Je pense que c'est à la fois trop court et trop long. Oui. Mais on ne pourra jamais le faire. Mais heureusement, car si vraiment on allait jusqu'au bout du mystère, on serait déjà arrivé et ça serait une manière d'être fini. Alors dans ce cas-là, rien n'empêche d'avoir plusieurs radioscopies. Moi, je serais ravi de venir vous retrouver. Alors. Merci, Majesté.
voulez en savoir plus, vous voulez percer les secrets des mégalithes, des églises, des temples, les secrets de la franc-maçonnerie, la vraie, pas la luciférienne. Vous voulez savoir pourquoi ici, dans notre éco-village, il y a un choix qui a été fait avec des habitats en fer, quelles sont les conséquences et pourquoi ils ont été mis à la terre. Parce qu'en réalité, quand on construit sa maison, il y a une chose dont on doit se préoccuper, c'est le rapport au ciel et le rapport à la terre. Exactement, le rapport à la terre, c'est le rapport à l'eau, le shui, et le rapport au ciel, c'est le rapport à l'air, le feng. On revient toujours sur des histoires de feng shui, vous verrez que c'est assez simple à comprendre, c'est très caché, ça s'appelle le Royal Forge, l'art royal, et que finalement, c'est pas aussi chinois qu'on le croirait au premier abord. À bientôt, ciao. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez demandé de faire votre thème astral, voici la manière dont ça va se passer. La première étape, c'est évidemment de prendre contact avec moi en me demandant de faire votre astrologie. Il y a 3 thématiques, votre thème de naissance, la révolution solaire et le thème astro-géographique. À la suite, je vais vous expliquer exactement ce dont il s'agit. La deuxième étape, c'est de contacter la comptabilité au numéro que je vais vous donner afin d'effectuer votre règlement. Quand vous avez votre règlement en main, vous reprenez contact avec moi, je vais vous donner un rendez-vous. Comment ça se passe? On se retrouve. Si vous voulez que ça soit enregistré sur StreamYard, il y a juste à cliquer sur le lien, inutile d'avoir un abonnement. Ensuite, ça s'enregistre et vous pouvez le revoir à volonté en replay. Vous pouvez aussi le faire directement sur WhatsApp, mais ça ne s'enregistre pas, ça c'est à vous de le déterminer. Donc 2 options, soit sur WhatsApp et vous prenez des notes, soit sur StreamYard et ça s'enregistre avec un lien privé. Et vous pourrez revoir à volonté la vidéo sur YouTube en lien secret, personne d'autre ne pourra la voir. Voyons maintenant quelles sont les différentes thématiques que nous allons passer au cours du thème. Votre thème de naissance, nous allons aborder 5 grandes étapes. Mais avant ces grandes étapes, je fais ce que j'appelle le grand dépotage. C'est comme une plante dont qu'on retire de son pot et on voit comment les racines ont tourné à l'intérieur du pot. Bien là, on fait la même chose, mais on va tirer vos racines du ciel, vous dépoter du ciel et voir comment ça s'est passé pour vous au moment de votre naissance quand on vous a dépoté du ciel. On regarde les grandes tendances. Ensuite, il y a 5 parties. La première partie, nous allons observer votre cheminement de vie. Qu'est-ce qui vous a amené votre flux de conscience sur Terre? Est-ce que vous avez une possibilité de réaliser votre nature spirituelle et comment? Ensuite, comment la providence divine va vous aider. Ensuite, comment votre volonté s'exprime. Ensuite, quel est exactement votre destin. Et ensuite, quelle est votre voie des ancêtres, notamment avec les différentes existences que votre flux de conscience a vécues avant la présente. Ensuite, je fais la révolution solaire sur 3 ans. Donc, on regarde l'interaction entre ce qui est gravé dans votre corps au moment de la naissance et ce qui se passe dans le ciel et qui tourne à chaque instant. Des interactions entre ce qui est gravé en vous et ce qui est gravé dans l'intérieur du ciel et qui tourne à chaque instant, il y a quelque chose de fixe à l'intérieur de vous, quelque chose de mobile dans le ciel, va naître des réactions, des pulsions. Et c'est ces réactions, ces pulsions qu'on analyse au cours de l'année, des 12 mois de l'année, mois par mois. On le fait sur 3 ans. Ça dépend quand vous avez votre anniversaire, mais ça va entre 25 mois et 36 mois, donc on observe exactement ce qu'il se passe. Avec l'astrogéographie, si vous avez un questionnement de déménagement, ou si vous vous sentez mal à l'endroit où vous êtes et vous aimeriez déménager, on arrive à déterminer des points qui sont plus favorables pour vous. Ça s'appelle l'astrogéographie ou géomancie. Voilà, le tout du travail coûte 215 € qui est reversé au bénéfice du fonctionnement du temple et des fonctionnaires du temple et des frais du temple, et de l'autre côté, nos actions en faveur des indigènes, puisqu'on a laissé tomber les favelas de Rio pour s'occuper plus précisément des indigènes. Donc dans ce contexte, vous faites une bonne œuvre pour vous, parce que ça va vraiment vous aider en parlant de vos conditionnements profonds, ces conditionnements qu'on doit dépasser pour réaliser sa nature adamique, sa nature spirituelle, sa nature Bouddha. Et d'autre part, ça aide aussi les personnes qui vont bénéficier des fonds. Évidemment, on vous accompagne par nos prières. Donc ça, c'est vraiment le travail de base, c'est l'astrologie. Si à l'issue de cette astrologie,
vous ne savez pas par où commencer votre vie spirituelle, que vous êtes chrétien, bouddhiste, musulman, je peux vous aider avec un accompagnement. Dans cet accompagnement, on se voit 2 fois par mois, 1 heure pour des rendez-vous. Ça va entre 1 et 3 mois. 1 mois, c'est le minimum. 3 mois, c'est le maximum. C'est pas nécessaire de faire plus. Et en accompagnement, vous avez du Hatha Yoga qui vous permet aussi 2 fois par mois, 6 fois maximum, eh bien, de faire le point sur votre état de santé, parce que les tensions que vous allez ressentir au moment des exercices de yoga, elles sont pour nous des indications de vos blocages au niveau psychologique, puisqu'il y a une interaction psychosomatique entre le corps donc et l'âme. Voilà ce que nous vous proposons. Vous avez un catalogue qui vous permet de savoir ce qu'on fait dans l'année, quelles sont les prestations récurrentes que l'on offre. Il y a un catalogue de cours jusqu'au mois de juin, puisque c'est la dernière année que j'enseigne. Ensuite, ça sera seulement en replay. Et évidemment, il y a des cours intercalaires, des cours gratuits, des animations, des cours supplémentaires que je crée au fur et à mesure en fonction des besoins du groupe WhatsApp et des personnes avec lesquelles je suis en interaction. Donc n'hésitez pas à vous faire ce cadeau ou faire ce cadeau à une autre personne si elle le souhaite. Généralement, j'ai eu que des échos positifs par rapport à cet accompagnement. C'est environ 60 000 étudiants depuis 30 ans que je pratique cet exercice, et je ne peux pas livrer le contenu de l'astrologie et j'aime pas exposer mes étudiants, mais quelquefois ceux qui me autorisent, bien je mets leur témoignage, parce que tous me disent: tu me connais mieux que je me connais moi-même, ou quelquefois ma femme ou mes parents, et le travail que j'ai fait avec toi a été porteur pendant plusieurs années. Dernièrement, un monsieur me disait: j'aurais jamais cru que je pourrais sortir de mes addictions, et finalement tu avais raison, je les ai vaincus, je te remercie, c'est en partie grâce à toi et à mon travail. Eh bien, c'est l'objectif. L'objectif, c'est que vous soyez heureux, que vous soyez prospère, et que vous ayez une perspective dans la vie, que vous réalisiez votre mission spirituelle et que cette mission spirituelle vous porte. Selon la personne, la consultation que vous avez choisie va durer au minimum 1h45 et quelquefois jusqu'à 7h45. Ça dépend si vous êtes bavard, si vous avez beaucoup de questions. Vous pouvez aussi poser des questions sur le cours, sur les cours, sur vous-même. En fait, c'est un peu open bar. J'ouvre la caméra, on réalise le thème ensemble avec les explications. Je vous explique tout dans un langage très simple. Je vous explique même assez rapidement comment fonctionne l'astrologie, à quoi ça sert de faire son thème astral, sa révolution solaire, son thème astrogéographique ou géomantique. Et donc, ça dépend d'un cas à l'autre. Au plus rapide, ça prend 1h45 pour le thème, ça prend 30 minutes pour la révolution solaire, 3 ans de révolution solaire, ça c'est vraiment si on galope, et ça dure environ 15 minutes pour l'astrogéo. En règle générale, on est plutôt aux alentours de 4h30, voire 5h, voire 6h, quelquefois ensemble. 5h en règle générale, 4h30, 5h. Donc il faut prévoir un temps. Et si c'est pas possible, n'hésitez pas à me le dire, on le fait en 2 fois.
大高知般若波羅蜜多税大人衆税大名衆税無常衆税無等同衆の上一切空真実不公公説般若波羅蜜多衆即説衆圧逆定逆定腹逆定腹そう逆定墓地粗悪般若心妙小仏へ般若波羅蜜多高徳は